Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, aujourd'hui, nous avons une rencontre un peu exceptionnelle puisque nous avons la chance d'avoir un compositeur qui va nous parler donc de son œuvre, de sa création, et un chef de chœur qui va assumer la direction donc, de cette création. Alors bonjour Pierre-Henri Dutronc. Bonjour. Et bonjour Arnaud Penet. Bonjour Eliane. Alors, ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble puisque il y a déjà eu, lorsque Arnaud Penet était président du Festival de musique sacrée, un concert un peu exceptionnel à l'aéroport de Tarbes-Saint-Lourdes, justement, avec une œuvre revisitée par Pierre-Henri Dutronc, qui était le Requiem de Mozart. Alors, qui ensuite, que vous avez revisité, il y a eu d'autres complétions, puisque je crois que vous l'avez un peu plus ciselé, un peu modifié par rapport à la version de 2016. Tout à fait. J'ai surtout cette idée pour moi de reprendre le Requiem de Mozart, c'était de faire un travail sur cette version que tout le monde connaît, qui est la version qui a été complétée par son assistant après sa mort, Zussmayer, et qui a été complétée très rapidement et dans le secret, sur les souhaits de la veuve qui avait besoin de l'argent de la commande. En fait, cette version a été criée par tous les musiciens et tous les chefs, et pendant des centaines d'années, enfin pendant au moins 150 ans, elle n'a pas jamais été retouchée. Et même dans la deuxième moitié du XXe siècle, quand elle a été retouchée, ça a été par des universitaires, des musicologues, qui l'ont fait plus pour l'œil que pour l'oreille. C'est-à-dire que la partition a l'air un peu différente, mais finalement à l'oreille, c'est pas si différent que ça. C'est vrai que j'étais le premier compositeur du coup à m'atteler au fait de réellement changer quelque chose un peu radicalement à la version de Zussmayer, jusqu'à effectivement proposer une version où j'ai intégralement réécrit les pièces qu'il avait composées, qui n'a pas encore été jouée. La version de 2018 qui a été interprétée par le chœur de chambre de Lourdes à l'époque et Arnaud Penet est une version C'était piano et orgue, non? Je crois que vous l'aviez D'abord, on a donné la version avec orchestre dans le cadre d'un projet pédagogique qui avait été mis en place par le directeur du conservatoire de l'époque, Alain Perpétue. Donc c'était l'orchestre des élèves qui jouait et le chœur de chambre de Lourdes renforcé ou agrémenté de quelques élèves de la classe de chant et des classes de chant choral du conservatoire. Et effectivement, on avait commandé l'année d'après à Pierre-Henri une version plus chambriste qui correspondait plus à la ligne artistique qu'on s'était fixée au chœur de chambre de Lourdes, de faire de la musique de chambre. Et du coup, on avait demandé à Pierre-Henri de nous faire une version piano-orgue. Une version piano-orgue qui sera, par le hasard du calendrier, reprise aux Pays-Bas, une semaine tout juste avant la création de La Messe en La.
Alors, lorsque vous avez revisité, c'est vrai que vous avez eu des critiques dithyrambiques, ça a été apprécié par le public et aussi par les musicologues, les mélomanes. Alors, vous avez dit, je crois, que ça avait été dans votre carrière, puisque vous n'avez pas fait qu'une revisite, vous avez aussi composé des choses avant, mais que ça avait été un tournant, c'est-à-dire que ça a été pour vous le point de départ d'autre chose. Tout à fait. Le fait de devoir me replonger dans une œuvre aussi géniale, puisque ce qui reste de Mozart dans ce requiem est absolument bouleversant. C'est d'ailleurs pour ça que malgré sa finition imparfaite, c'est quand même devenu un des plus grands tubes de la musique classique, parce que ce qu'il contient de Mozart est absolument génial. Et pour moi, de devoir me confronter à ça, c'était aussi de faire la démarche à l'inverse, de déconstruire la musique écrite par Mozart et de devoir me remettre dans la peau d'un autre compositeur qui avait sa propre pensée, sa manière de développer les thèmes, d'enrichir l'orchestration et de faire ce chemin d'abord à l'envers, puis à nouveau à l'endroit pour retricoter la musique a complètement changé ma manière d'écrire. Oui, vous dites d'ailleurs aussi que l'inachevé doit continuer de vivre. Je crois, c'est assez important pour moi de faire vivre ces chefs-d'œuvre inachevés du passé. C'est une des manières qu'on a, je trouve, de faire en sorte que la musique classique ne soit pas uniquement une musique patrimoniale, mais qu'elle reste aussi vivante, qu'elle puisse s'inclure dans la pratique. Et alors, bien sûr, évidemment, ma complétion du Requiem de Mozart s'inscrivait dans un langage complètement mozartien. Mais pourquoi pas imaginer une version du Requiem qui partirait de ce qu'a laissé Mozart et puis qui traverserait les siècles pour arriver jusqu'à quelque chose qu'on ferait aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, c'est des démarches qui valent le coup d'être au moins imaginées. Oui, vous aimez bien d'ailleurs qu'il y ait un rapport étroit entre tradition et innovation. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y aura d'ailleurs dans la messe en la des synthétiseurs qui vont être pour une des premières fois dans le cadre classique, en tout cas, et de cette manière-là, j'ai envie de le dire, inclus à un ensemble instrumental tout à fait traditionnel. Alors, avant de vous mettre à l'écriture et à la composition, et donc vous avez étudié l'écriture au Conservatoire national supérieur de Paris, mais vous aviez avant étudié le violon baroque Tout à fait. à Bâle. Exactement. Et alors, est-ce que vous continuez quand même à pratiquer le violon? Je continue à pratiquer le violon, d'ailleurs il est juste ici à côté de moi, et surtout j'en jouerai un petit peu dans la messe en la, dans le concert, tout à fait. Je fais le violon en écho, le violon supplémentaire. Alors vous avez aussi fait d'autres choses, hein, puisque vous avez fait des musiques de films. Vous avez aussi fait, je crois, des orchestrations pour Gentleman. Tout à fait. C'est assez étonnant que vous connaissiez ce projet. C'est un projet tout à fait spécial que j'ai fait pour les concerts MTV Unplugged, qui sont des concerts d'artistes du monde pop-rock, dont la particularité est que ce soit unplugged, donc débranché. Et l'un des concerts les plus emblématiques de cette série, c'est celui de Nirvana, qui a été fait à New York en 1994, si je ne m'abuse, et qui a vraiment lancé cette série-là. Donc tous les artistes, quand ils arrivent à un certain niveau de notoriété, leur rêve, c'est un peu d'avoir leur Unplugged. Et du coup, pour Gentleman, qui est un artiste très peu connu en France, mais très très célèbre en Allemagne, qui est un chanteur de hip-hop qui travaille avec un groupe de reggae, ce qui donne des mélanges très très intéressants. J'avais fait effectivement tous les arrangements cordes et j'avais dirigé la section cordes, comme on dit dans le milieu, sur le plateau du MTV. Et puis alors vous avez collaboré aussi avec Antonio Gambala, donc pour la musique d'une série qui est sur Netflix, Un orthodoxe, et qui a été nominé pour 2 Emmy Awards, ouais. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment le travail d'Antonio Gambale, qui est un compositeur absolument fantastique de musique de film, avec qui j'avais déjà travaillé à l'époque quand j'étais assistant de Nathaniel Meshali, notamment sur le film Taken 3.
Et voilà, on avait fait juste avant le confinement cette série à deux où il avait composé. J'avais tout simplement réarrangé toutes ces sessions et enregistré les cordes pour la série. Et c'est vraiment un travail qu'on a fait d'ailleurs à distance, un peu avant l'heure, euh, intégralement à deux pendant 2 mois. Et puis alors, vous allez sortir bientôt un album avec un groupe, hein. Tout à fait, ça c'est mon petit projet plaisir à Bruxelles, un projet qui lui a commencé pendant le confinement, un groupe de pop qui s'appelle Glow et le vinyle devrait sortir en octobre, je pense, à l'automne. Vous avez, c'est un peu éclectique, mais en fait, c'est quand même, c'est très, très intéressant. Alors, pour en revenir à Arnaud Penet, quand même, Arnaud Penet a malheureusement, je dirais, fini de présider le Festival de musique Oui, sacrée, oui, puisqu'il n'existe plus. c'est ça. Voilà, il a disparu. Et puis, alors, on a pu aussi entendre le dernier concert du chœur de chambre de Lourdes avec le Stabat Mater Oui, de Dvorak, donc, qui a été aussi un grand moment. Donc là aussi, il y a eu le confinement avant, il y a eu, bon, je crois, des problèmes par rapport au chœur, hein, puisqu'il y avait des distances et des gens qui ne pouvaient pas répéter ensemble. et voilà. Voilà, donc ça. Mais bon, voilà. Et alors là, donc, nous allons parler de cette nouvelle création qui est une œuvre de musique sacrée, donc qui va avoir lieu dans les Hautes-Pyrénées, une création dans les Hautes-Pyrénées, donc c'est important aussi. Et donc vous allez tous les deux travailler. Vous êtes actuellement en répétition. Alors c'est une messe en la. Alors elle est inspirée, je pense, du psaume 150. Elle a comme sous-titre la première phrase du psaume 150, qui est Louer Dieu dans son sanctuaire. Et du coup, l'antienne sert, enfin, le psaume sert d'antienne au début d'introït dans la messe et clôt l'œuvre. Parce que je crois que c'est Schutz qui avait déjà écrit la musique du psaume 150. Dans l'histoire de la musique, il y a quantité de partitions sur ce texte-là. Oui, oui. L'Église réformée, bien sûr, chante abondamment le psaume, donc on peut monter bien avant Schutz, hein, on retrouve de la musique plus ancienne encore. Cette idée de psaume, c'était à la façon précisément des musiques de la Réforme, de terminer l'œuvre par un psaume, puisque dans la Réforme, le psaume est chanté par la congrégation. Et il est harmonisé et soutenu, la congrégation est soutenue par le chœur, mais c'est la pièce de la congrégation. Je ne désespère pas, je suis persuadé qu'on arrivera à faire chanter le public. Ben, ce sera intéressant. Alors, une question dont le chœur, enfin ce que vous avez dirigé, s'appelle Éphéméros. Éphémérance. Alors justement, est-ce que ça a un lien avec Psalmos, dont psaume vient? Est-ce que c'est pour ça que vous avez mis un nom grec à votre chœur? Ah, pas du tout. Pas du tout. En fait, l'idée, c'est que cet ensemble vocal, il est créé spécialement pour le concert, la création de la messe en la, et nous ne savons pas ce qu'il va devenir. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il va devenir. Donc, quand il a fallu trouver un nom, puisque les communicants demandaient un nom à l'ensemble, je leur ai lancé sous forme de boutade éphémère. Éphémère, ils ont trouvé une idée intéressante, mais un peu courte, et du coup est arrivé ce nom grec, éphéméros. Et en poussant la réflexion un peu plus profonde, on a décidé d'écrire le nom en grec, pour rajouter à l'éphémère le mystère. Et au fond, qu'est-ce que c'est qu'une messe? C'est la célébration du mystère de l'incarnation du Christ. Voilà. Alors, il faut dire que cette messe, donc, a été commandée
en quelque sorte, par une association qui s'appelle le Toit du Cœur, donc qui est une association lourdaise, Absolument. et dont la vocation est, je crois, de restaurer l'église paroissiale. Alors, effectivement, l'association, elle a été créée il y a une petite dizaine d'années, lorsque l'église paroissiale de Lourdes menaçait de s'écrouler. Et Madame le maire de l'époque, Josette Bourdeux, a pris la décision de fermer l'établissement pour la sécurité du public et des fidèles. Donc rapidement, l'abbé Duhart, qui était le curé de Lourdes, a demandé que l'on crée une association pour soutenir le projet, pour collecter des fonds. Et on n'a pas souhaité collecter des fonds pour de la pierre. On a souhaité collecter des fonds pour des œuvres d'art. C'était l'idée première. Donc l'association, elle a commandé un chemin de croix à Philippe Pugeot. Il est en train de réaliser 5 toiles gigantesques elles habilleront le fond du chœur. On a commandé tout le luminaire à Murano. On travaillait avec un artiste vénitien. Alain-Jacques Lévrier-Mussat, un artiste plasticien bien connu dans les Hautes-Pyrénées, a réalisé un diptyque ombre et lumière, toujours sur son travail autour de la couleur bleue. Et j'ai fait remarquer à l'abbé Duhart qu'on s'était bien intéressé aux œuvres plastiques et qu'il manquait un peu de musique. Ce qui était non pas un reproche, mais une remarque, puisque en fait, on s'est aussi préoccupé de déplacer l'orgue qui était dans le cœur de l'église, qui a retrouvé sa place initiale en tribune. Enfin, voilà, donc on s'était quand même intéressé de musique, mais pas une création artistique. Et l'idée, après avoir rencontré Pierre-Henry lors de ce Requiem de Mozart en 2018, l'idée est venue de commander à Pierre-Henry cette œuvre. Effectivement, le cahier des charges était flou suffisamment pour laisser la liberté au compositeur de choisir la forme de l'œuvre. C'est une messe, mais ça aurait pu être un psaume, ça pourrait être une cantate, donc c'était bien la commande d'une œuvre de musique sacrée. Donc c'est bien. Alors là, vous êtes dans pleine répétition. Alors, est-il facile de répéter devant le compositeur? C'est à moi cette question. Oui, Oui. je pense que c'est pour toi. Alors, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. J'ai pas d'état d'âme sur cette situation parce que le compositeur trouve toute sa place dans la construction de l'œuvre qu'il a imaginée. On est souvent d'accord et souvent en désaccord. Donc on confronte nos visions. Il l'emporte souvent, mais j'arrive à le convaincre quelquefois. Par exemple, sur les tempi. C'est notre grand sujet de conversation de ces 2 derniers jours. Tout à fait. On n'est pas d'accord, je me rends à la raison quand il semble que sa vision est juste, et il accepte bien volontiers ma modeste contribution à l'œuvre quand j'invoque quelques arguments qui lui paraissent intéressants.
vous avez, donc, lorsqu'on vous a commandé cette œuvre, comment procédez-vous pour composer? Bon, il y a certains compositeurs, on disait que Beethoven entendait la musique dans sa tête puisqu'il était sourd. Comment vous faites pour composer une œuvre? Euh, la toute première idée pour moi dans la composition, c'est de m'inspirer du sujet, de me mettre dans l'état, un état mental dans lequel je pense à ce sujet-là et où voilà, je me mets dans l'état où les choses peuvent me tourner en tête. Je lis le texte, j'écoute d'autres œuvres, là, en l'occurrence j'ai écouté d'autres messes, je suis aussi allé à Rome au moment de Noël pour voir une messe à Rome, pour visiter des églises. J'ai visité beaucoup d'églises. Et une fois que ce processus est enclenché, il y a toujours... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si dans ma tête, il y avait une bande son un petit peu constante, des fois faite de musique que je connais et des fois pas. Et cette bande son, elle tourne un peu en boucle, et très souvent je n'y fais pas attention. C'est vraiment des choses auxquelles je fais, qui sont, c'est tout le temps un peu là, donc voilà. Et à un moment, j'accroche quelque chose. J'accroche quelque chose, je commence à y penser, ça commence à tourner, et là je note. Soit je note sur papier, très souvent, j'ai toujours un carnet avec moi, soit maintenant, grâce à la technologie, je peux juste enregistrer sur le dictaphone de mon téléphone. Et, et au bout d'un moment, ça donne un matériau thématique mais pour la messe en la, en l'occurrence, était assez resserré déjà dès le début. Dès qu'il commence à y avoir une forme de parenté entre les différents morceaux, les différents petits bouts, là je commence à me dire, ok, là il y a un intérêt à travailler. Ça c'est vraiment pour moi le processus d'inspiration. Après, il y a l'invention, c'est-à-dire à partir de ces choses-là qui sont venues un peu comme ça, là pour le coup, qui ne s'expliquent pas, il y a le moment où je vais chercher à aller développer ces idées-là. Donc je vais commencer à les prendre, à les chanter, à les jouer au piano, à les jouer au violon, à les enregistrer, à rejouer dessus. Et là, c'est vraiment le moment où j'invente la musique. Et puis après, je la compose. Ça, c'est encore une troisième étape où là, il n'est plus question d'inventer, d'imaginer, il est question de penser à la forme, comment les choses s'agencent, quelle histoire la musique va raconter, quelle dramaturgie va se développer, et comment au final ces idées d'abord, puis ces inventions vont finir par faire œuvre. C'est à peu près le... Parce qu'il y a, oui, la partie orchestrale, la partie vocale aussi, donc il faut qu'il y ait aussi un équilibre peut-être entre les deux parties. La partie orchestrale, en général, elle vient après. Ce que je compose tout d'abord, surtout sur une œuvre, en tout cas pour une œuvre comme celle-ci, où le texte est absolument central, et l'idée est quand même avant tout de mettre en musique le texte de la liturgie. C'est d'abord la voix qui vient en tout premier. Comment cette voix va porter le texte? Et en fait, j'ai d'abord écrit une version de cette messe pour voix et une sorte de réduction piano, on pourrait dire de squelette de piano qui contient en germe ce que l'orchestre contiendra après. Et c'est uniquement une fois que ça a été fini que j'ai rédigé l'orchestre. Ce qui ne veut pas dire que j'avais pas l'idée de l'orchestre avant dans la tête, mais par contre je la rédige à la fin. Et alors justement, pour cette œuvre, combien va-t-il y avoir par exemple de musiciens, de chanteurs? Alors, le cahier des charges était très précis. 12 chanteurs, avec la possibilité pour le compositeur, s'il le souhaitait, s'il en éprouvait le besoin, d'écrire à 12 voix. Pas le cas, on est à 8 Ouais. par passage, 8 voix. Donc on a sélectionné des chanteurs d'abord que je connais très bien, avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis longtemps, et on les a sélectionnés pour leur capacité individuelle et collective. Faire chœur, mais aussi chanter seul, être soliste, entre guillemets, je le dis, même s'il y a des airs redoutablement difficiles. Donc, tout le monde prend sa part à ce travail. Pour l'orchestre, moi j'avais souhaité une proposition très 21e siècle, donc il fallait que la musique électronique soit présente dans l'œuvre. Ça sera le cas. Mais en confrontant nos idées, on a trouvé intéressant que pour s'inscrire dans la tradition,
il fallait des instruments du répertoire classique que les auditeurs ont l'habitude de rencontrer. Alors on a quand même créé un instrumentarium très atypique pour une composition atypique et une création extraordinairement atypique. Donc il y aura 2 violons, un violon principal et un violon renfort, on va dire, 3 violoncelles, une contrebasse, les claviers, 2 claviers, un clavier électronique relié à un ordinateur qui va créer les sons, vraiment dans une proposition électroacoustique du XXIe siècle, et un clavier qui s'appelle le Celesta, comme un piano droit, la forme, et ce sont des petits marteaux qui viennent taper des lamelles qui donnent un son cristallin, et un percussionniste qui jouera de 2 claviers, le Glockenspiel, un jeu de petites cloches sous forme de lamelles aussi, un vibraphone et un jeu de cloches tubulaires pour donner le son de la cloche d'église. Et alors, comment ça se passe? Parce que là, bon, les gens découvrent, donc pendant les répétitions, l'œuvre. Donc, bon, ce sont des musiciens, bien sûr, des professionnels ou des amateurs éclairés. Donc, comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même aussi harmoniser un petit peu. Moi, j'ai des habitudes de vieux garçon, si j'ose dire, maintenant. Je ne conçois pas le travail s'il n'est pas partagé. Ce n'est pas un travail où on donne un savoir et les instrumentistes, les choristes répètent ce que l'on... C'est un travail de construction. Donc je pars toujours de la proposition des musiciens. Et à partir de leur proposition, je vois comment j'essaie de construire, voir où je peux aller, parce que j'avais certainement imaginé toute autre chose. Et puis, ça, c'est le traumatisme de mes études, où le jour de la première fois que j'ai passé l'examen de direction, j'avais tellement préparé que le jury m'a reproché d'être trop près parce que je n'avais pas su réagir à l'imprévu. Donc je laisse se construire, c'est un travail collectif. Si on fait œuvre chorale, c'est un travail de chacun pour le groupe. Donc je laisse les propositions venir et j'articule tout ça. Alors on n'est pas souvent d'accord. À un moment donné, il faut couper, trancher. C'est la fonction du chef, donc il coupe, il tranche. Mais je travaille beaucoup en collaboration, y compris avec la pianiste. On a travaillé avant les répétitions sur des histoires de tempo qui finalement, on n'était pas raccord tous les deux, donc on change, mais y compris sur la musique écrite. Aujourd'hui, depuis 2 jours, on modifie un certain nombre de choses, à la marge. Mais parce que des propositions nous semblent finalement plus pertinentes, la proposition des choristes eux-mêmes, nous semble plus pertinente, plus intéressante, quelques simplifications. Voilà. Un travail de groupe. C'est aussi une aventure collective. C'est pas aussi, c'est une aventure collective au service de l'aventure individuelle du compositeur, de chef d'orchestre, chef de chœur et de chacun. Mais disons qu'on a souvent cet imaginaire qu'un compositeur est dans sa tour d'ivoire à écrire la nuit à la chandelle devant une partition et ensuite à la donner à un chef et à dire « Tenez maestro, jouez ça ». En fait, cette vision-là, elle est très romantisée et surtout elle est très récente. Ça fait pas très longtemps, c'est un siècle tout au plus, que le compositeur a pris un petit peu cette position-là. Jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était inimaginable pour un compositeur, d'une, de ne pas être instrumentiste, de deux, de ne pas être improvisateur. Tous les compositeurs improvisaient de la musique, improvisaient avec d'autres personnes, jouaient ensemble. Mozart improvisait des sonates devant le public. Tous ces compositeurs-là savaient improviser de la musique à plusieurs voix. Ils pouvaient faire de la polyphonie en improvisation. C'était des choses qui étaient courantes, qui étaient apprises, qui faisaient partie de la formation de tout bon musicien à l'époque. Tout bon musicien était aussi compositeur d'ailleurs, même ceux qui n'ont pas vraiment laissé de traces. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'apprendre à la Schola Cantorum de Bâle dans mes études de musique ancienne.
Et donc oui, je m'inscris complètement contre cette nouvelle tradition, disons, romantisée du compositeur qui amènerait une œuvre et ensuite l'œuvre doit être défendue telle quelle. Non, je suis très très heureux que ce soit un travail collectif parce que, parce que l'intelligence collective est toujours un moyen d'apporter un meilleur résultat. Et puis parce que pour moi, l'œuvre n'est œuvre que si elle est aussi adaptée aux personnes qui la chantent, aux personnes qui la défendent, et que c'est une relation de vase communicant. Si ça a un sens, c'est un peu triste. Et justement, en voyant maintenant, pendant les répétitions, est-ce que ça a modifié aussi votre manière d'avoir pensé l'œuvre, hein? La manière de l'avoir pensé, non. En fait, pour être honnête, l'ensemble est très très fidèle à mes intentions. C'est plutôt comme disait Arnaud, à la marge, c'est-à-dire dans des manières de faire. Quelque part, la question en répétition, c'est plutôt comment rendre au mieux cette idée qui est contenue dans la partition, c'est-à-dire se tenir plus à la vision, à l'idée de la chose que textuellement à ce que j'ai écrit, qui parfois n'est pas la meilleure solution pour arriver au meilleur résultat. Alors, c'est une œuvre qui va durer combien de temps? Ah ben là, nous ne sommes pas d'accord. Il faut Ouais. dire À qu'Arnaud cause du m'avait tempo. de plus. D'accord. Il faut dire que Arnaud m'avait annoncé qu'il prendrait des tempi très lents. Donc j'avais composé pour moi une œuvre d'1 h 15 à peu près, et Arnaud me disait non, ce sera 1 h 30. Je suis arrivé en répétition, tout était tellement rapide que si on avait pris ces tempi initiaux, l'œuvre aurait duré 50 minutes. Bah, on aura 1 h 15 de musique. Allez, 1 h 15 de concert, avec les petites pauses entre chaque mouvement. Les petits mouvements de plateau quand il y aura. 1 h 15. Voilà. Et alors, pourquoi avoir choisi le La? Parce que c'est la tonalité dans laquelle m'est venue la toute première idée que j'ai eue pour cette messe. Et d'ailleurs, c'était très très tôt, même avant la commande officielle, au moment où on avait une discussion avec l'abbé Jean-François Duhard notamment, et puis Arnaud avait un peu commencé. Et là, un soir, je m'étais mis au piano et j'avais improvisé 3-4 minutes de musique, qui se retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans le Kyrie, et c'était en la mineur, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que ça a été, voilà, quand on choisit le ton d'une œuvre, en tout cas qui pour moi était quelque chose d'important, ce rapport un peu à la musique du XVIIIe siècle, où une œuvre est inscrite dans un texte, dans une temporalité, dans une tonalité, dans un plan de développement tonal voilà, où le mode, le ton est important. Et du coup, elle commence en La, elle finit en La. Et elle fait tout un chemin comme ça au milieu. Du coup, il y avait un peu la tonalité de La, et le titre s'est un peu imposé de cette manière. Alors, la création dont va avoir lieu à l'abbaye de Saint-Savin, l'abbatiale de Saint-Savin, ça sera, je crois, le 28 septembre, à À 20h30. 20h30, oui. Et le lendemain, donc, ce concert fera aussi l'ouverture des escales d'automne à l'abbaye de l'Escaladieu. À 17h. À 17h, voilà, je n'avais pas l'heure. Donc, c'est quand même important aussi pour les Hautes-Pyrénées. Merci d'avoir créé cette œuvre et de la faire jouer dans les Hautes-Pyrénées. Je crois que c'est important. Et puis, j'espère qu'il y aura peut-être d'autres collaborations. Je l'espère aussi. Je ne sais pas si Arnaud l'espère J'en encore. suis convaincu. J'en suis convaincu. Mais oui, que personne ne s'inquiète. Non, mais de toute manière, c'est vrai que les répétitions, bon, c'est toujours un petit peu... Il faut mettre des choses au point, il faut s'accorder. On travaille Tout à tard, fait. pour tout dire, car nous avons les afters. After plénière, on travaille à l'hôtel voilà, sur des petits détails, mais qui prennent leur importance au fur et à mesure. Et puis, on n'arrête pas, par exemple, en venant vous retrouver cet après-midi, lors du chemin, on a écouté quelques passages enregistrés de la répétition de ce matin, et on a pris conscience qu'il fallait changer 5 notes. Tout à fait. 5 notes. Donc, on va retravailler ce soir la partition, on le proposera demain au choriste. Voilà. Et alors, on ne pourra pas entendre des extraits de ces répétitions pendant votre podcast?
Hélas, non, il y a plusieurs choses qui rendent ça un peu difficile. On est dans une salle où l'acoustique est très mauvaise, on enregistre avec un téléphone et il n'y a pas de double vitrage, donc on entend des sirènes de police, des voitures. Disons que je suis pas sûr que ça ferait vraiment honneur à l'œuvre et j'aime bien aussi l'idée que le public la découvrira pour la première fois lors de la création. Et puis, je dois dire que la version piano, hein, qui est une version, comme l'a dit Pierre-Henri, qui a été faite pour le travail, euh, ne dit rien de ce que sera la musique de l'orchestre. Rien du tout. Elle nous donne un ton, une dynamique, un soutien indispensable au travail, mais elle ne dit rien de ce que sera l'orchestre de la messe. Alors là, vous avez des répétitions demain encore. Et alors après, est-ce que vous avez d'autres rencontres, d'autres répétitions avant la création? Alors, on aura une rencontre intermédiaire, courant septembre, et puis on aura 4 jours de travail, 3 jours de travail avant la première, avec les musiciens, partiellement, l'orchestre en entier, les chœurs, l'orchestre, voilà. Et alors comment réagissent justement les instrumentistes et les choristes devant une création? Alors, les instrumentistes, pour l'instant, ils ne sont pas en capacité de réagir, puisqu'on va leur proposer la partition d'orchestre à l'issue de cette résidence, puisqu'on porte des modifications. Voilà, une autre décision qui est actée sur 1 ou 2 passages, c'est qu'il faut soutenir le chœur. Donc, Pierre-Henri va réorchestrer ces quelques mesures, et ça, on aura le travail, la partition définitive, si j'ose dire, cette fin de semaine. En revanche, les choristes, eux, ils ont le nez dedans depuis un certain temps. L'évolution de travail de 2 jours, c'est qu'on est passé, je dirais, de la surprise à l'envie. Et ça a été compliqué hier matin. Ça a été plutôt compliqué parce que d'abord, on n'avait pas chanté ensemble depuis 3 ans. Et puis c'était une œuvre nouvelle, un langage nouveau, des rythmes nouveaux qui vont surprendre autant le spectateur qu'ils nous ont surpris, nous musiciens, des ambiances pour lesquelles on n'imaginerait pas que l'on puisse chanter la messe, une œuvre du XXe siècle, du XXIe siècle. Ben ça, vous nous laissez là avec une envie de savoir ce qui va être joué. Écoutez, vraiment, j'invite tous les adhérents de l'UDL à venir à l'un des 2 concerts. Les 2 concerts sont offerts par l'association du Toit du Cœur et seront donc gratuits. Mais le 28 septembre, c'est la fête de l'UTL. Raison de plus de venir terminer la fête en musique. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, alors on va peut-être parler des morceaux qui vont illustrer l'interview. Donc il va y avoir un extrait du Requiem, donc, mais de quelle version? Alors, je vais vous donner un enregistrement que très très peu de gens ont entendu, qui est l'enregistrement, la captation du concert de création à Paris, à la Philharmonie de Paris, par le Rias Kammerchor de Berlin, l'Orchestre baroque de Fribourg et René Jacobs à la baguette. Et naturellement, j'ai pu avoir accès au master de cet enregistrement qui a été fait par Mezzo, enfin pour Mezzo à l'époque. Et avec un ami ingé son, on s'est permis de faire un petit remaster pour donner une petite touche finale, la petite touche de polish, comme on pourrait dire, comme pour une voiture. Et c'est cet enregistrement-là, ce master-là que vous allez écouter. Alors ensuite, il y a aussi Et les hommes se tairont. Tout à fait. Alors ça, c'est ma toute première œuvre. C'était ma toute 2011 ou première 2012? commande. 2011. 2011. Tout à fait. Ça, c'était une commande du Junge Philharmonie Orchester de Karlsruhe, un orchestre de jeunes dirigé par Clemens Flick, qui a eu l'amabilité et l'audace de me faire confiance pour une toute première œuvre.
Et la création avait été un petit peu compliquée. On avait eu, enfin, eux, ils avaient eu des problèmes avec les chanteurs. Et du coup, alors que j'avais écrit une œuvre vocale, finalement, on se retrouvait qu'avec l'orchestre. Donc pour cette création-là, j'ai dû faire une version orchestrale. Donc réduire, en gros, transformer cette œuvre d'orchestre, vocale, en une sorte de suite pour orchestre. Et de cette suite, j'ai extrait la fin qui en chassait en fait un moment vocal, et j'ai demandé à un ami, un contre-ténor parisien, Méléane, de venir chanter la partie vocale qui manquait, qui est donc la deuxième partie de l'œuvre. Et cet enregistrement qui a été réalisé au Conservatoire supérieur de Paris, et celui que vous allez écouter. Et alors après, en troisième extrait, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors en troisième extrait, je vais vous faire écouter un morceau qui s'appelle La nature est pleine d'amour, que j'ai fait sur la suggestion d'un ami cinéaste, Matteo Lacapria, qui souhaitait faire des petits films autour de poèmes de la langue française, et du coup, de grands poèmes. Et du coup, il m'avait donné, sans aucune image, le poème de Victor Hugo, du même nom, La nature est pleine d'amour, en me disant, est-ce que tu peux imaginer une musique de 3-4 minutes autour de ce poème-là? Et dans cette musique particulièrement, donc, que j'ai écrite un petit peu dans le vide, comme ça, juste avec l'inspiration d'un poème, on trouve une manière de traiter les instruments, de traiter l'orchestre, très très similaire à ce que vous pourrez entendre dans la Messe en La le 28 septembre. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à la création, au travail qui se poursuit? Ben, notre enthousiasme. Et C'est puis important. le désir qui grandit, hein, parce que chaque fois qu'on tourne deux pages, on découvre quelque chose, on construit, et c'est assez exaltant comme exercice. Et il ne s'arrête pas demain soir. Chacun repart avec sa partition, va travailler ce qu'il faut améliorer, et puis moi je vais me plonger dans la partition d'orchestre dès la semaine prochaine. Et puis rendez-vous le 28 ou le 29 septembre. Voilà. En tout cas, merci à tous les deux pour Merci Liane. ce Merci moment beaucoup. pris après les répétitions. Et ben, j'espère, en tout cas, j'essaierai d'assister à un de vos concerts. Merci en tout cas Pierre-Henri Dutronc et merci Arnaud Penet. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup.